qui est Ah, là, ok. qui va sans doute revenir, qui va faire ses trucs, en général. C'est très bien, j'adore les animaux, surtout les C'est chats. le protagoniste des ateliers à chaque fois, D'accord. à mon grand dame. Bah, c'est parfait. Bon, est-ce qu'on attend un petit peu que les gens arrivent ou comment on fait à chaque fois? Je sais jamais s'il y a des gens en retard ou pas. Moi, je peux patienter, c'est comme vous voulez. Non, mais on va commencer. Est-ce que peut-être tu veux te présenter pour commencer? Ah, Anne, coucou Anne. D'ac- D'accord, Bonsoir. 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 Bah, je vais me présenter alors. Déjà, je m'excuse, je suis un petit peu enrhumé, donc si je me mets à tousser pendant que je parle, voilà, enfin, ça peut arriver. Donc, je suis Joseph Kochman, je suis auteur de plusieurs genres. J'aime bien les qualifier d'emo fantasy, emotional fantasy, de la fantasy avec des émotions très fortes et très violentes. J'écris depuis 2009. Je suis franco-américain. Donc je suis né en France et j'ai déménagé aux États-Unis en 2012. J'ai rencontré ma femme qui était américaine. À l'époque, j'étais en école de cinéma. Je voulais devenir réalisateur de films. Bon, ça s'est pas fait. Mais surtout, je me suis rendu compte que quand j'étais en école de cinéma, ce qui me passionnait, c'était surtout l'écriture, raconter des histoires, notamment dans les cours de scénario que j'ai fait, qui m'ont vraiment donné cette passion pour l'écriture. Quand je suis arrivé aux États-Unis, c'est vrai que c'était difficile parce que je devais reprendre mes marques et je connaissais personne. Et donc travailler dans le cinéma, c'était très compliqué au début. J'étais en Arizona. Donc je ne sais pas si vous voyez l'Arizona, c'est au sud-ouest des États-Unis, c'est près de la Californie, juste au-dessus du Mexique. Et donc j'avais déjà commencé à écrire un livre qui s'appelait Mute. Et j'ai commencé à continuer à l'écrire. Au début, c'était vraiment plus comme un hobby quand je cherchais quelque chose. Et puis ça a commencé à devenir de plus en plus sérieux. Ma femme et moi avons déménagé à Los Angeles, en Californie. Je comptais encore continuer dans le cinéma à cette époque. Et puis, je continuais à écrire mes livres à ce moment-là. Et à Los Angeles, c'est là où donc, du coup, j'ai commencé à travailler en tant que traducteur de sous-titres de films et de séries. Je peux malheureusement pas dire de boîte de production, mais c'est des choses assez connues. J'ai signé un contrat qui m'interdit de le dire, mais vous pourrez voir mon nom. Ça, je peux le dire parce que vous le verrez. Si vous regardez le DVD du Hobbit 3 dans les bonus, vous verrez mon nom, par exemple. Voilà. Ça, je peux le dire parce que ça se voit. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à alterner mon travail dans les sous-titres et mon travail dans l'écriture de romans. Ma femme et moi, ensuite, on a essayé de revenir en France, ça n'a pas vraiment marché. Et puis maintenant, on est installé de nouveau en Arizona. Et je continue à travailler avec ma boîte de sous-titres. Je le fais en télétravail. Et en même temps, je continue à écrire mes livres. Et à ce jour, j'ai écrit 6 livres. Et là, je travaille le septième, du coup. Voilà, en gros. Ok. Et du coup, est-ce que tu trouves des similitudes entre le travail des sous-titres et ton travail d'écriture ou pas du tout? Les deux se joignent en fait et j'ai vraiment beaucoup appris dans les deux cas. J'avais un mentor dans ma boîte de sous-titres qui m'a énormément appris. Et alors, dans le sous-titre, on a un peu de créativité, mais ça reste très Mm. restreint parce qu'on a beaucoup de restrictions. Il faut avoir un certain nombre de mots, un certain nombre de caractères, un certain nombre de lignes. Il faut traduire d'une certaine manière, il faut que ce soit concis. Mais en même temps, ça nous apprend beaucoup de choses parce que ça nous apprend justement à être concis. Et je sais que c'est un petit peu le thème d'aujourd'hui, donc ça peut faire le lien. Donc à exprimer un maximum de choses en étant le plus bref possible. Mm. Et en même temps, ça m'a vraiment beaucoup aidé quand on traduit quelque chose par rapport à quand on écrit. Quand on écrit, on est un peu dans notre petit monde et on a notre vocabulaire qu'on a appris. Quand on traduit, on se base de l'anglais et puis il y a des mots forcément qu'on ne connaît pas, surtout qu'on est dans des shows un peu plus particuliers. Par exemple, moi, les shows médicaux, j'ai pas fait d'études de médecine, donc je ne connais pas, donc je suis obligé de faire des recherches et ça me pousse un petit peu dans mes retranchements à chercher d'autres vocabulaires, à chercher d'autres choses, d'autres façons d'écrire. Et ça, je me les approprie pour mes bouquins. Ou bien sûr, dans mes bouquins, là, bien sûr, j'ai beaucoup plus d'imagination. Mais c'est vrai que, disons que ça m'a appris une certaine autodiscipline, je dirais. Mm. J'en avais déjà une par le passé, mais ça permet, je vois toujours l'écriture de cette manière-là, en fait. Et je dévie un tout petit peu. C'est que j'avais peur, avant d'écrire, que les règles allaient m'écraser. Et en fait, je me suis rendu compte que les règles, elles me permettaient au contraire de condenser ma pensée, condenser mon écriture et donc du coup de mieux l'exprimer ensuite. Donc c'était une manière pour moi de prendre mes idées et de les réfléchir d'une certaine manière et de les projeter. Et je trouve que la traduction de sous-titres m'a vraiment appris ça, en Mm. tout cas. Je comprends. Et du coup, un truc que tu dis, alors que j'ai vu parce que je connais un petit peu ton travail, mais aussi dans ce que Ouais. tu viens de dire là.
La Oui. question du sens dans ton écriture, bon déjà avec ta trilogie, Mm. parce que les sens sont vraiment centraux au premier sens du terme, Mm. justement, mais justement parce que tu parles du sens, de faire sens avec les mots, etc. Pourquoi cette notion, elle est centrale dans ton travail? Dans le sens, donc tu parles plus de la signification au moins des cinq Ouais, sens, ouais, les la deux, les signification des deux. choses. C'est un truc qui D'accord, revient souvent. les deux. Mais j'ai toujours beaucoup aimé les œuvres qui disaient quelque chose en fait. Et moi, je Mm, suis vraiment convaincu que dans l'art, l'art c'est un outil de communication. Et on veut parler à quelqu'un, à des personnes, on veut leur exprimer quelque chose, on veut leur mm, exprimer des émotions, on veut leur exprimer des pensées. Et pour moi, il faut que le livre aille dans une direction qui ait une mm, signification. Donc, généralement, quand j'écris un livre, je réfléchis vraiment à ce que j'ai envie de dire et ce que ça signifie. Et j'oriente mon écriture dans le sens de ce que j'ai envie de dire. mm, Et pour moi, c'est vraiment important parce que du coup, ça crée un tout et ça fait que, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que le sens se dévoile petit à petit. Il est toujours présent, il n'est pas forcément clair, mais il se clarifie au fur et à mesure du livre. Et après, on repense au livre, on se rend compte que mm, tout était là depuis le début. Et je pense, enfin, après, c'est ma méthode d'écriture et je sais que des gens écrivent différemment, mais je pense que quand on écrit et qu'on sait où on va et qu'on sait ce qu'on veut dire, on va quelque part, justement. Et écrire sans vraiment savoir ce que signifient les choses, ça peut nous permettre justement de nous retrouver bloqués, en fait. Il y a mm, quelque chose qu'on m'a appris vraiment quand j'étais en école de cinéma, dans l'écriture de scénario, qui a été une révélation pour moi. C'était un prof de scénario qui nous disait qu'il n'y avait pas vraiment de syndrome de la page blanche. Enfin, pas vraiment de syndrome de la page blanche, mais comment dire. Et il nous a expliqué précisément ce que c'était d'être bloqué dans un texte. Il a dit, des fois, vous arrivez à un moment de votre texte et vous n'arrivez plus à avancer. Et vous vous dites, ah, j'ai pas envie. Et vous reprenez et vous n'arrivez pas à avancer. Et il a dit qu'en général, ça signifie qu'on arrive à un stade de notre écriture où ce qu'on écrit n'est plus en accord avec le monde et le sens qu'on avait en tête. Il y mm. a un décalage entre les deux. Et donc, du coup, il n'y a rien qui nous motive à continuer à écrire, parce qu'on écrit un peu dans le vide, en fait. Et donc, du coup, ça signifie qu'il faut revenir en arrière et vraiment réfléchir à ce qu'on dit. Et ça, c'est ça qui m'a le plus bouleversé et qui m'a fait dire, il faut vraiment que je bâtisse dans mes livres au début, et j'appelle ça les fondations, ça c'est un petit peu mon modèle de pensée, j'appelle ça les fondations quand on bâtit quelque chose, et le Valhalla quand on est lancé dans l'écriture et que ça va tout seul. Et pour moi, c'est pour ça que c'est très important de savoir ce que veut dire le livre et ce Mm. qu'on essaie de communiquer avec. Ok, Voilà. super. Et du coup, est-ce que tu crois en cette théorie des auteurs jardiniers, des auteurs architectes ou... Oui, 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 j'adore ça. Je le répète très souvent. Je me considère plus comme un jardinier. Donc c'est le juste milieu entre les deux. Mm, Je sais qu'on dit. Alors après, il n'y a pas de mauvaise façon de dire. Alors c'est vrai en tant que jardinier, on dirait que je critique un peu ce qu'on surnomme les pantalonneurs. Alors je traduis directement de l'anglais. Donc les pantalonneurs, les penseurs, c'est ceux qui écrivent un peu au fur et à mesure, justement, sans mm, vraiment savoir où ils vont. Et il y a des gens qui y arrivent très bien. mm, Je comprends pas comment ils font d'ailleurs. Et il y a des œuvres, ça se voit que ça a été écrit par ça. Mais moi, je suis beaucoup plus dans cette optique de jardinier, de me dire, bah, je sais mon début, je sais ma fin. On va voir un petit peu comment ça évolue, on va voir mm. comment ça grossit, en tout cas, c'est très important pour moi. Après, j'ai l'impression que c'est carrément une autre méthode d'écriture de partir un petit peu avec. Mais bon, il y a des gens qui y arrivent très bien. Mais j'ai quand même l'impression que ces gens-là, ils gardent au fond de leur cœur un sens dans ce qu'ils écrivent, même s'ils savent pas exactement où ils vont. Il y a cette idée de je veux parler de quelque chose qui m'importe, même si Mm, c'est inconscient, bien sûr. mm. Et du coup, est-ce que ta technique d'écriture, elle a évolué au fil du temps? Est-ce que quand tu te revois écrire ton premier roman et celui qui va Oui. bientôt sortir là, Alors, je pense que ça s'est affiné plus qu'évolué, et je pense que c'est bien d'être un petit peu critique et de relire ses anciens travaux et de se dire, putain, j'écrirai plus comme ça maintenant. Je pense que ça prouve aussi qu'on a évolué. Je sais que Mute, mon premier livre, Mm, du coup, justement, quand j'avais commencé à écrire le prologue et que j'avais pas encore de formation, c'était un petit peu un hasard, hein, et donc il y avait des lourdeurs. Alors après, j'ai corrigé plein de choses, mais il y avait aussi une espèce de fraîcheur, de jeunesse. Et que j'ai un peu du mal à retrouver d'ailleurs, parce que maintenant c'est très très méthodique ce que je fais. mm, Donc oui, je dirais que je suis devenu un peu plus méthodique. Ce qui devient difficile à un stade, c'est que ça devient plus difficile pour moi de me lâcher, on va mm, dire. Mais c'est vrai qu'à ouais. chaque bouquin, j'essaie de réfléchir à ce que j'aurais pu faire différemment, et j'ai constamment envie de passer au niveau supérieur en fait. Et je suis souvent très critique de ce que j'ai écrit, et je me dis ah non, ça Mm, c'est pas possible, ça je pourrais pas faire ça. Et je pense que c'est positif parce que ça donne tout le temps envie de se donner des défis
défi et d'aller plus loin. Mm. Voilà. Ok. Et du coup, quelles sont les thématiques que tu aimes aborder dans tes romans, toi? Parce que du coup, tu as une trilogie. T'as une Oui, trilogie et t'as pour le moment une une saga saga. avec deux Ouais, tomes. alors, non, il y en a trois en fait. Ah, Je travaille le quatrième en fait. Donc j'ai ah, ma première trilogie, donc la trilogie des singes de la bêtise, qui est constituée de Mute, Blind et Deaf. Et j'ai donc les chroniques hmm, d'un Spiter qui vont être formées en 5 livres. Et donc il y a en fait c'est le rêve du chien, la sortie, Chien chaud 4 saisons, qui est déjà de nouveau disponible sur Amazon. C'est juste que j'ai pas refait la promotion. J'y vais petit à petit. Ils étaient déjà sortis à une époque. Et puis j'ai eu des petits soucis avec les droits, mais maintenant j'ai les droits de nouveau, donc hmm, j'en profite. Et là, je travaille sur le quatrième qui s'appelle Téchélogie de la bêtise. Si j'ai un thème récurrent dans mes livres, c'est une question un peu piège, parce qu'il y a beaucoup de choses que je développe un peu inconsciemment, et j'ai remarqué que, disons, et ça c'était quelque chose dont je ne me rendais pas compte forcément, mais j'ai souvent des personnages qui se rebellent contre un système qui les écrase un peu, donc il y a une forme de révolution à travers eux. Je dirais que mes livres sont assez mélancoliques hmm, et parlent beaucoup du passé hmm, de choses qui sont arrivées, de traumatismes. J'aime aussi beaucoup la thématique. Je disais que c'est de l'émo-fantasy, donc j'ai des hmm, émotions très fortes et j'aime bien être sincère dans ce que j'écris. Et j'aime beaucoup cette thématique dans des univers qui sont très durs et assez cyniques. hmm, Avoir une petite lueur d'espoir au milieu de ça et de voir hmm, comment elle grandit, comment elle survit à travers ça. hmm. Mais j'aime en général que mes personnages subissent le pire pour vraiment mériter le meilleur à la fin de leurs histoires. On critique souvent dans mes livres que mes livres sont très violents, extrêmement violents. Mais j'ai l'impression, moi-même, j'ai subi un parcours qui a été violent émotionnellement, voilà, Hmm. si je peux le dire. Et c'est au milieu de cette violence que j'ai trouvé un petit peu cette lueur d'espoir et j'avais vraiment besoin d'exprimer ces choses-là. Après, si je devais résumer ça en un mot, euh, c'est très compliqué en fait. Il faudrait que j'y réfléchisse. J'ai pas vraiment trouvé de mots qui pourraient résumer l'ensemble Ou en plusieurs mots, de hein. mes livres. Je voulais Ou pas que ce soit plusieurs une mots. question, je voulais pas que ce soit une question piège du tout. C'était une Ah non, mais expression. je sais pas si j'avais vraiment réfléchi. J'aime bien, mais j'ai l'impression que c'est réducteur en fait. C'est ça qui est compliqué. Ouais, je J'ai dit comprends. souvent que Mute parle que ma trilogie d'origine parle d'amour, mais Hmm, aussi de frustration sexuelle et de mort pour Mute, de justice pour Blind et de dépression et d'art pour hmm, Def. Et j'aime bien avoir des petites thématiques pour chacun d'entre eux. hmm, Je dirais que oui, il y a une part d'amour à l'intérieur, d'amour au milieu d'un monde de brutes, on va dire ça. Ce qui peut être très drôle à dire parce que mes livres sont extrêmement violents, mais il y a toujours un fond d'amour au milieu de cette violence. Donc peut-être ça, de l'amour au milieu de la violence. Une petite hmm. fleur qui pousse au milieu de la terre toute sale, de la boue. C'est joli Voilà, ça. C'est voilà. sympa. Bon, je sais. Oui, parce que j'ai vu que sur Amazon, notamment, tes livres étaient étiquetés thriller. Oui, alors ça c'est très compliqué. T'aimes pas trop les En fait, étiquettes, je crois. voilà, Donc, oui, c'est ça. En fait, j'ai toujours songé. Alors au début, je me posais la question. En fait, quand j'ai écrit Mute, j'ai pas spécialement pensé, ça va être un thriller ou ça va être tel roman. J'ai juste écrit ce que j'avais envie d'écrire. hmm, Et en fait, du coup, c'est devenu très dur pour les éditeurs de me mettre dans des catégories hmm, parce que ça se mêle un petit peu de beaucoup de choses. Et j'ai été publié par plusieurs maisons d'édition par le passé et on m'avait étiqueté fantastique, mais on m'avait aussi étiqueté dark fantasy. Et dernièrement, on m'a hmm, parlé de thriller. hmm, Et je trouve que pour moi, les étiquettes sont vraiment beaucoup plus une manière pour les éditeurs de promouvoir le livre, hmm, de toucher un public. Thriller me parle bien parce qu'il y a une question c'est sanglant, c'est un peu violent, il y a du hmm, suspense. Et c'est vrai qu'il y a ça dans mes livres. Mais il y a aussi du hmm, fantastique, il y a aussi peut-être de la science-fiction. Donc moi, encore une fois, j'aime beaucoup cette étiquette d'emotional fantasy que j'ai inventée. Après, on verra si ça passe, parce qu'il n'y a que moi qui l'utilise. hmm. Mais non, j'ai jamais vraiment songé
Je me suis jamais vraiment dit, ah, mes livres sont des thrillers. Oui. Ça m'a même surpris, en fait, quand on m'a catégorisé comme Mm. ça, même si je trouve que ça colle bien, finalement. Mm. Mais c'est vrai que c'est assez difficile, en tout cas, d'englober quelque chose. Et après, je comprends, les éditeurs, ils ont dû suer pour se dire, bon, comment on place Joe? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Voilà. Je comprends. Et Mm. du coup, puisque tu es un peu un peu beaucoup même dans la traduction et dans le jeu entre français et anglais, Beckett, il traduisait lui-même ses livres. Mhm. Il aimait pas trop que les autres traduisent à sa place. Du coup, est-ce que tu as traduit tes livres Alors, en français et je anglais? pourrais pas. Sincèrement, je pourrais pas. En fait, c'est quelque chose, je pense que c'est qui est difficile à percevoir quand on n'est pas baigné dans la chose. Hmm. Déjà, en tant que traducteur, il y a des spécialisations, et moi, je suis Ouais, spécialisé de l'anglais au français, oui, pas l'inverse. ok, je Et comprends. généralement, c'est très difficile pour un traducteur de travailler à Hmm. la fin dans la langue d'arrivée, dans sa langue qui n'est pas maternelle. Hmm. Donc, c'est ça Ouais, je comprends. la complexité. Donc, je parle anglais, je comprends l'anglais. Ma femme comprend le français, donc je parle beaucoup en français, je ne sors pas beaucoup, donc même mon anglais peut être un petit peu rouillé par moment. Mais Hmm. l'écriture en anglais, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que j'arrive parfaitement, je lis des livres, je lis du Brandon Sanderson, j'adore Brandon Sanderson en anglais, mais moi, écrire en anglais, même si j'ai un aperçu, enfin, même si je sais ce qu'est l'anglais, Hmm. il y a des tas de choses, des tas d'habitudes que j'ai en français qui se perdent. Par exemple, il y a l'argot. Même si je suis baigné dans la culture, je dis n'importe quoi. Je dis, par exemple, un professeur d'école va pas parler pareil qu'une adolescente. J'ai dit ça par rapport. Hmm. Et ça, c'est des petites nuances que je comprends, Hmm. mais je vais faire des erreurs. Et j'avais essayé. Et ma femme, donc, qui elle est née en Amérique, qui est américaine, elle l'a lu. Elle m'a dit oui, c'est du bon anglais, mais ça sonne bizarre. On sent que ça n'a Hmm. pas été écrit par quelqu'un qui était baigné là-dedans. Donc, si je pouvais, j'adorerais le faire. Et je pense que si quelqu'un un jour traduit mes livres en anglais, je pourrais les lire et je comprendrais tout. Mais je ne pourrais pas le faire moi-même, malheureusement. Et Hmm. c'est une grande frustration, d'ailleurs. Je sais qu'on me demande ça très souvent, mais je ne pense pas que j'en ai les capacités, malheureusement. Hmm. Je comprends, je comprends. Ok. Et puisqu'on parle de la phrase, du coup, ce mois-ci, moi, quand j'ai décidé avec Fanny de t'envoyer ce mail pour te proposer d'intervenir, c'est vrai que ton parcours, il m'avait interpellée et ça m'a ramené un peu quelques années en arrière, quand j'étais en prépa Mhm. littéraire. J'ai jamais été très bonne en anglais. Je crois que ça se sait parce que quand je prononce un truc en anglais, c'est un peu la catastrophe et Anne doit bien prononcer derrière pour que tout le monde puisse D'accord. comprendre. J'ai un accent, voilà, bref. Et en Hippocagne et Cagne, on avait des cours d'anglais et des cours de version. Il fallait traduire des textes de Mhm. français en anglais. C'était terrible. J'avais beaucoup de mal. D'ac- Et en fait, C'est très compliqué, ouais. En Hippocagne, j'avais une prof d'anglais qui, elle, collait au texte. Donc il fallait vraiment pas s'éloigner. Il fallait que tout soit vraiment très presque littéral et qu'on garde le sens initial. Et en Mhm. Cagne, je me suis retrouvée avec une prof totalement différente qui, elle, avait une vision un peu plus artistique de la phrase et il Mhm. fallait qu'on retrouve un espèce de rythme. Et c'était ok si on avait en plus une interprétation autre et si on voulait un peu partir dans des pirouettes fantaisistes. Et ça m'a définitivement traumatisé de la version parce que c'est atroce. Je, Je comprends tout à fait. je commençais à m'habituer à la prof 1 et puis hop là on passe à la prof 2. C'est totalement différent, oui, c'est Ouais, une autre ouais. philosophie, c'est sûr. Et du coup, toi, quand tu penses à la phrase et que tu dois traduire, notamment en écrivant des sous-titres, dans des sous-titres, il faut coller à ce qui se dit. On peut pas avoir une interprétation folle. Il faut dire les choses de manière claire et nette, quoi. Alors, c'est une très bonne question. En fait, je fais les deux, mais ça dépend. Alors, il faut que je reste très vague, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas le droit de dire par rapport à mon contrat, malheureusement. Oups. Non, je reste très vague, je peux le dire. Il y a du travail selon les boîtes. En fait, chaque boîte ont des restrictions très particulières, les Mm, boîtes de production. Et déjà, selon ces restrictions, on a bien sûr plus ou moins de liberté. mm, Mais je dirais qu'en général, en sous-titre, on se rapproche plus de ce que tu appelles la version, c'est ça? mm, Quand tu es plus littéral. Parce que l'idée, c'est que beaucoup de gens doivent lire le texte très rapidement et rentrer dedans. Après, c'est vrai qu'on a un tout petit peu d'adaptation. Parce qu'il y a une complexité qui va par-dessus, c'est que la culture américaine
est forcément différente de la culture française. Mm, Donc il y a des choses qui traduites littéralement n'auront pas le même impact. mm, Et nous, on est baigné dans la culture américaine, même si je suis en télétravail, donc je suis sur place, enfin, donc j'ai un peu ce recul et je peux avoir un petit peu cette liberté, des mm, fois de me dire, bah ça, si je le traduis littéralement, les Français ne vont pas comprendre, ça va pas mm, leur parler. Il faut que je trouve un petit moyen, mais ça reste assez limité. Il y a un autre travail dans cette boîte, donc c'est pour ça que des fois ça se touche pas qu'aux sous-titres, qui est plus, en restant vague encore, la traduction d'accroche mm, pour certaines choses en ligne, voilà, on va dire ça. Et là, on me donne une liberté d'adaptation totale. Donc c'est-à-dire que même si je veux complètement changer la phrase, je peux le faire parce que le but c'est d'être le plus vendeur possible. Et ça c'est presque plus satisfaisant, c'est même plus satisfaisant pour moi parce que là je rejoins plus mon boulot mm, d'auteur parce que du coup j'ai plus cette capacité d'imaginer. Mais c'est très intéressant parce que du coup la traduction, je pense bah, quand tu as appris la version, l'adaptation, en fait les deux sont utiles d'une certaine manière. Alors mm, après être très 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 littéral, je pense que c'est un problème parce que du coup, oui, on perd, bah, on peut pas être juste littéral en fait. Au bout mm. d'un moment, ça crée une traduction un peu robotique et on a l'impression qu'il n'y a pas de vie derrière et puis surtout ça sonne faux en fait. Mais Mm. c'est vrai que c'est bien, je trouve, d'apprendre les deux parce que du coup, on peut essayer de trouver le moyen bah, de trouver des fois un juste milieu ou d'aller plus dans un sens ou dans un autre selon la tâche. Voilà, Mm. finalement. Je comprends. Ça me fait penser à un truc, ce que tu viens de dire. En France, il y a deux courants dans la linguistique. Il y a les Mhm. linguistes qui sont persuadés que la phrase est une entité à part entière, hyper intéressante, parce que une phrase, c'est voilà, c'est un bloc, un concept. On peut l'enlever de son paragraphe et elle voudra toujours dire ce qu'elle veut dire. Et il y a un autre courant de linguistes qui disent qu'en fait, ce concept de phrase, il est totalement inventé de A à Z et qu'il n'a pas grand sens à lui seul, puisque oui, d'accord, majuscule au début et puis signe de ponctuation fort à la fin, mais on ne peut pas enlever une phrase de son contexte parce qu'elle voudra dire strictement autre chose si on la place ailleurs. Toi, tu, tu, tu la considères C'est comment non, la phrase? c'est fascinant. En fait, je connaissais pas du tout les deux courants, donc là, Hmm. tu me prends un peu au dépourvu. Pardon. Non, non, mais non, non, mais c'est pas, c'est très intéressant en fait. Ça me fascine assez. Je savais pas que, mais Hmm. ça a du sens que des gens se débattent là-dessus. Euh, c'est une bonne question. Je me suis jamais posé la question en fait, hein, de savoir. C'est vrai que j'ai plutôt tendance. J'ai pas envie que ce soit vraiment mis dans le marbre, hein, parce que j'ai envie Hmm. d'y réfléchir encore, hein. Hmm. J'ai l'impression que j'aurais plutôt tendance à être dans la deuxième catégorie, probablement, Hmm. parce que j'ai toujours ce sentiment, des fois, j'arrive sur mon texte et je corrige, et je tombe sur des bouts de phrases, ou même pas des bouts de phrases, juste des phrases, et je me dis, mais c'est nul ce que j'écris. Et en fait, c'est que quand je mets les phrases bout à bout dans le contexte, que là, je me dis, ah ça y est, là, le texte, il est là. Donc j'ai l'impression que je Hmm. pencherai plus dans cette direction. Après, ça ne veut pas dire que je rejette totalement la Hmm. première philosophie. De toute façon, c'est nouveau pour moi. Là, tu viens juste de me l'apprendre. Donc il faut que j'y cogite un petit peu. Oui, Mais je comprends. c'est assez fascinant qu'il y ait ces Hmm. deux visions qui s'affrontent. Et je me demande si ça ne devrait pas dépendre des cas aussi. Oui. Parce que c'est vrai qu'une phrase, selon le contexte, a pas le même poids. Hmm. Et je me souviens de passages de mes bouquins où je suis vraiment impliqué, encore une fois, et je prends la phrase à part, et je me dis, mais ça Hmm. a pas la même implication émotionnelle. Donc je me demande peut-être que c'est peut-être la façon dont on écrit aussi. Hmm. Si on pense vraiment la chose. Moi, je sais que j'ai plus ce côté, bah, comme je le disais, avec le sens comme un tout, qui mis bout à bout signifie quelque chose, ou si on a vraiment plus cette envie d'être coup de poing à chaque phrase. Et Hmm. je pense que c'est pas forcément deux philosophies qui s'opposent, mais qui peuvent pas forcément se compléter, mais si d'une certaine manière, qui est plus des auteurs d'une certaine manière ou d'une autre. Mais c'est très intéressant, merci de m'avoir partagé ça. Je vais y cogiter un peu plus parce que c'est la première fois que j'en entends parler en fait. Hmm. C'est vrai que, en fait, on est toujours coincé quand on essaie de faire des cours ou d'écrire des choses pour apprendre à bien écrire, ou même si ça paraît hyper conceptuel, et on a un droit de se demander est-ce qu'on peut vraiment apprendre à bien écrire? Est-ce qu'on n'apprend pas juste en lisant, ou je sais pas, en regardant des films, en se cultivant, en faisant des trucs, en écoutant les gens qui parlent? Et en fait, je suis un peu coincée dans le campus entre l'idée de oui, effectivement, on peut apprendre parce qu'il y a la grammaire, il y a la structure, il y a la phrase, il y a majuscule, point, c'est comme ça, il y a des choses qui se font pas, il y a des choses qui se font.
et l'envie de dire, mais en fait, faites ce que vous voulez, quoi. Si vous avez envie d'écrire comme ça, vous écrivez comme ça, c'est votre écriture, faites absolument ce que vous voulez. Et c'est vrai que cette notion de phrase élégante et concise, c'était à la fois pour dire, bah oui, il y a des choses qu'on peut faire pour essayer d'améliorer sa phrase, et en même temps, dans les ateliers d'écriture, toujours je finis l'atelier en me disant, en fait, il n'y a pas de règle, quoi. Je viens de vous dire un truc, Mhm. mais vous faites ce que vous voulez, parce que déjà, qui suis-je? Déjà, de un, et de deux, c'est votre écriture, quoi. Donc, vraiment, amusez-vous. Est-ce que toi, cette notion d'amusement, mais aussi il faut faire attention, il y a des règles, tu le ressens quand tu écris ou pas du tout? Ah ouais, c'est une réflexion, je trouve ça vraiment fascinant en fait, et surtout la manière dont tu le présentes. Et c'est vrai, c'est que c'est difficile de se dire quand est-ce qu'on écrit bien. C'est à quel moment on arrive à ce Mm. stade où on se dit ça y est, j'écris bien. Et c'est difficile de se dire ça. Et c'est intéressant parce que j'ai commencé aussi à faire des petits ateliers, alors sans prétention, en ligne avec des gens. Et je leur apprenais des règles. Mm. Et j'avais un étudiant qui était très pointu sur les règles. Il disait oui, mais est-ce qu'on a le droit de faire ci? Est-ce qu'on a Mm. le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit? Et au bout d'un moment, je lui disais mais tu as le droit de faire ce que tu veux en Mm. fait. Et j'ai réfléchi à la chose et en fait pour moi, on en arrive à là. C'est surtout une notion de savoir. En fait, c'est surtout, je vois ça comme ça. Pour moi, les règles sont des outils Mm. et les outils ont des fonctions. Par exemple, un marteau, là je prends un exemple concret. Un marteau, ça sert à planter des clous. Est-ce que je peux prendre le marteau à l'envers et utiliser le manche pour planter le clou? Oui, mais le clou, il va se mettre dans le mur moins vite. Mm. Et il faut que je le sache ça en fait, de juste de me dire, bah, si j'utilise un manche, j'ai le droit de le faire. Mm. Bon, après, utiliser le marteau pour frapper quelqu'un, c'est pas bien. Mais ça, c'est un autre truc. Faites ce que vous J'ai le droit de... voulez. Voilà, c'est ça. Non, 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 non. Le meurtre, c'est pas bien. Mais si j'utilise le manche pour cogner le clou, il va se mettre moins vite dans le mur. Et pour moi, Mm. c'est ça. C'est-à-dire, c'est surtout une question de cette règle, elle permet de faire ça. Et si vous faites ça, a Mm. priori, vos lecteurs ou vos lectrices vont le recevoir comme ça. Mm. Maintenant, en connaissance de cause, si vous avez envie de détourner les règles, vous pouvez le faire, mais c'est bien Mm. de savoir que si vous détournez les règles, il va se passer ça. Mm. L'un de mes derniers livres, donc les Chroniques d'Hospiter, en fait, c'est le rêve du chien. Le concept, donc c'est deux enquêtrices, c'est des chiennes bipèdes. Il va y avoir un meurtre, elles vont enquêter, et en fait, petit à petit, l'histoire va partir dans tous les sens, et les personnages vont être frustrés parce que leur enquête va pas suivre un chemin traditionnel. Et là, du coup, volontairement, j'utilise des procédés qui sont contraires à ce que on s'attend de recevoir dans une histoire. Donc il y a beaucoup de gens qui vivent le rêve du chien et qui me disent mais là c'est trop lent, là on s'ennuie, là on est frustré. Et moi je dis bah oui, c'est exactement ce que je voulais que vous ressentiez. Mm. Et en fait elle est là. Pour moi c'est ça le truc, c'est que du coup je connaissais les règles et je savais ce que je devais faire pour que ce soit rythmé. Je savais ce que je devais faire pour que ce soit pas frustrant. Mais en connaissance de cause, j'ai rendu ça frustrant. Et pour moi, l'écriture, c'est vraiment de susciter des émotions chez les gens, Mm. qu'elles soient positives ou négatives. Mm. C'est bien aussi des fois de titiller un peu les gens. Et pour moi, c'est ça, c'est vraiment de se dire, oui, vous pouvez enfreindre les règles, mais sachez que si vous les enfreignez, il va se passer ça. Ou il peut se passer ça, parce que vous pouvez aussi les enfreindre, mais derrière mettre un petit truc. C'est juste une question de connaître ces outils et de savoir quels effets ils ont. Après, les effets, on peut jouer avec. Mais c'est pour ça que je pense que moi, j'ai vraiment cette conviction que c'est très bien d'apprendre les règles, Mm. et puis après, de les casser, de les contourner. Parce que c'est très dur pour moi, je pense, de contourner les règles si on les connaît pas. Parce que là, du coup, on ne sait pas du tout ce qu'on fait. On ne sait pas où on va, et donc, du coup, on va susciter des émotions, et on va pas comprendre pourquoi on le fait. Pour moi, Mm. c'est juste une question de savoir ce qui va se passer quand on utilise nos outils. Mm. Voilà. Je comprends. Ok. Mhm. Et du coup, quand je te parle de phrases concises et élégantes, ça te dit quoi, toi? Alors, l'élégance, c'est peut-être un mot plus compliqué pour moi. Il faut peut-être que je le. J'ai beaucoup réfléchi avant aujourd'hui. Parce que c'est pas un mot auquel je pense beaucoup, mais Mm. peut-être je pourrais le lier au concis. Parce que concis, ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément. Mm. Et c'était vraiment la question, et on me posait ça aussi, posait cette question aussi dans les ateliers, et c'est une question que je me posais moi-même pendant longtemps, et c'était une erreur que je faisais beaucoup dans Mute. C'était à partir de quel moment, grosso modo, à partir de quel moment on peut continuer l'histoire.
À partir de Mm. quel moment, combien de phrases, combien de trucs, à quelle longueur de phrase. Bon, déjà, j'ai dit combien de phrases, les chiffres, on s'en fiche. La longueur aussi, c'est pas l'important, et je pense que ça va avec la concision. Et je me suis inspiré de ça par rapport à mon père qui travaille dans la musique. On faisait des mix à une époque de musique pour mes films. Et il y a des fois, je disais, mais ce son, il n'est pas assez fort. Il me dit, si on entend le son, ça suffit, t'as pas besoin de le mettre plus fort. Et comment on peut traduire ça en écriture? C'est une fois que quelqu'un lit votre texte et comprend ce qui se passe, Mm. il n'y a pas besoin de plus. Si les gens comprennent ce qui se passe et ressentent ce que vous voulez qu'ils ressentent, vous pouvez continuer. Et la même chose, et c'est quelque chose qui m'arrive le plus souvent, c'est que quand je me relis, en général, la majorité des choses que je fais, c'est de supprimer des choses. Je supprime des Mm. phrases, je supprime des paragraphes entiers, je supprime des mots, et je suis, mais sans, comment dire, je perds mon français. Je fais pas de pitié, voilà, sans Mm. pitié par rapport aux mots. C'est-à-dire, dès le moment où je sens qu'il y a une petite longueur, où je sens que j'ai plus de difficultés à lire quelque chose, je coupe. Et pour moi, c'est ça la concision. La Mm. concision, c'est vraiment de mettre le strict minimum pour que les gens ressentent quelque chose. Parce Mm. qu'à partir du moment où vous mettez un peu plus, et ben c'est trop en fait. Alors à part si vous voulez que ce soit trop, si vous voulez pousser les gens, mais même ça reste de la concision. Parce que vous voulez pousser les gens dans vos retranchements. C'est surtout de se dire à partir de quel moment j'ai atteint tel niveau. Si vous l'avez Mm. atteint, ça sert à rien de rajouter quelque chose. Et Mm. pareil, si les gens ont déjà atteint ce truc et que vous avez encore une phrase qui en rajoute, virez la phrase. Mm. Donc ça pour moi c'est la concision. L'élégance, c'est compliqué. En fait, je dirais que si je la lis à la concision, je dirais que des phrases trop longues deviennent du coup trop lourdes. Et Mm. du coup, ça peut donner cet effet de discuter avec quelqu'un qui en rajoute trop en fait. Mm. Qui est constamment en train de... Voilà, et c'est une conversation dans laquelle vous avez envie de partir. Donc du coup, vous ne sentez pas... là, du coup, je traduis l'élégance par de la fluidité, mais je pense qu'il y a une certaine élégance dans la fluidité quand on parle avec quelqu'un et qu'on a envie d'aller quelque part. C'est que vos phrases, elles doivent avoir un rythme. C'est comme une musique, et peut-être que c'est ça un petit peu cette élégance qu'il y a dans le texte. C'est-à-dire que quand vous lisez les mots, il faut que dans votre tête, ça joue comme une musique en fait. Et c'est vraiment comme ça, enfin c'est comme ça que je le sens quand je relis mon texte, que ça passe vraiment ta 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 ta. Et si d'un seul coup il y a une phrase qui fait ta 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 ta, et vous êtes en mode bon allez là on continue. Là, du coup, vous n'avez plus la concision, vous n'avez plus l'élégance. Mm. Après, je ne sais pas si c'est comme ça que tu le traduisais dans tes ateliers. Ouais. J'ai repris un peu le mot, je l'ai un peu transformé. Mm. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interpréterais. Mm. Bah, en fait, c'est exactement ça ce que je voulais dire. Alors, je pensais pas à la musique, mais c'est super, effectivement, j'y avais pas pensé. Effectivement, quand je parle une phrase concise, c'est on dit les choses sans. En fait, c'est sur le fond, savoir bien doser le fond. Et puis l'élégance, savoir bien doser la forme. Il y a des romans hyper élégants, des romans de Jean Giono, par exemple, qui sont hyper élégants, alors que l'auteur, il parle de cul, il dit... voilà, il dit des trucs. D'ailleurs, Jean Giono était pas très élégant comme personne. Ça ne devait pas être une personne très élégante. À l'inverse, moi j'ai un copain que j'ai gardé d'Hippocagne. Il parle comme Louis XIV. Enfin, j'ai jamais entendu Louis XIV parler, mais il a un style très précieux. Oui, on peut imaginer. En fait, il est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a une espèce de style lyrique quand il parle, hyper précieux, quoi. Et c'est toujours hyper drôle d'avoir une conversation avec lui parce qu'il sort des phrases avec un vocabulaire empoulé. Mais par contre, qu'est-ce que j'aimerais pas lire un livre qu'il a écrit, quoi, parce que je me dirais, mais c'est quoi cet auteur, il se prend pour qui Et quand je parlais de concision et d'élégance, c'était un peu ça à dire. Mais c'est compliqué parce qu'au final, il y a ce que l'auteur veut dire, et ça, il y a une seule signification puisque c'est dans la tête de l'auteur. Et il y a ce que les lecteurs et les lectrices comprennent. Et ça, il y a autant de manières de comprendre un livre qu'il y a de lecteurs et de lectrices, quoi. Donc c'est sacrément compliqué. Tout l'enjeu de l'auteur, c'est arriver à bien se faire comprendre. Et à partir du moment où la phrase est plus concise et plus élégante, dans le sens où la musicalité n'est pas forcément bonne, ou
ça sonne Ouais, faux, voilà. c'est sûr, et je trouve ça super que tu aies souligné que les langages être sophistiqué, c'est pas forcément pareil que être élégant. Ouais. C'est vrai que c'est pas exactement la même chose. L'élégance, c'est quelque chose de plus peut-être de bercer, Mm, de toucher les gens, de sentir que les choses vont toutes seules en fait, que ce soit mm, fluide, que ça bouge. Et j'aime beaucoup cette comparaison que tu as fait aussi sur le fond et la forme aussi. mm. Mais oui, 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 je rejoins totalement dans ta manière. Alors, j'ai parlé de musique, encore une fois, c'est vrai que donc, j'ai des parents qui sont musiciens, donc peut-être que c'est ça qui me reste en tête. Alors, bon, moi, en musique, je suis pas très bon du tout, mais j'ai quand même gardé un petit peu cette idée en tête de ça, mais c'est vrai que. Oui, effectivement, il y a de ça, et j'aime beaucoup le fait que tu aies souligné aussi que c'est pas une question de niveau de langage où on peut tout à fait avoir un langage. Alors moi, je sais que j'ai un langage assez courant en fait finalement. Surtout mes dialogues, mes Mm, personnages, j'aime beaucoup avoir des personnages qui sont naturels. Donc ça change beaucoup. J'ai une formation de scénariste, donc mm, je m'attarde beaucoup sur les dialogues forcément. Mais c'est surtout une question, je pense, de rythme en fait, et que les phrases s'enclenchent les unes mm, avec les autres pour que ça continue et que ça glisse tout seul en fait. mm, Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'envisionne moi-même. mm. Ok. Et est-ce que ton style d'écriture a foncièrement changé? Du coup, est-ce que tu sens qu'il évolue? Est-ce qu'en écrivant, tu deviens écriveron, comme disait le poète? Ou pas? Je pense beaucoup, oui. Bah, c'est ce que j'essayais de. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que Mm, vraiment maintenant, quand je relis Mute, voilà, il y a des trucs limite qui me gênent à relire parce que mm, j'étais jeune. Mais je dirais que il y a quelque chose d'assez compliqué à mettre en œuvre. C'est que plus le temps passe, plus on apprend des techniques qu'on réfléchit et qu'on utilise encore et encore. Et donc ça paraît très positif. Mais aussi, plus le temps passe, plus on perd une certaine innocence, une certaine mm, naïveté, un certain goût du risque de se lâcher. Et j'avoue que là, j'arrive à un stade où tout est tellement chronométré dans ce que j'écris que j'ai du mal à me lâcher un petit peu en fait. mm, Ça devient presque une liste de. Alors, c'est presque automatique en fait. Donc là, j'arrive à un livre, La Técologie de la bêtise, où j'essaie de retrouver un petit peu, de me laisser un petit peu plus d'air, on va dire, de me dire bon là, mm, et essaye de moins réfléchir. Et ça, c'est un truc que j'ai envie de dire d'ailleurs. Qu'on me demande souvent et qui me bloquait aussi beaucoup, c'est, enfin en tout cas moi c'est ma méthode, euh, quand vous faites votre premier jet, ne réfléchissez pas trop. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce que j'entends, c'est pas ne réfléchissez pas trop, genre ayez la tête ailleurs. Non, non. C'est-à-dire ne réfléchissez pas trop aux détails de peut-être la construction de vos phrases ou le vocabulaire mm, ou ces choses qui peuvent plus freiner. Moi, je dirais vraiment lâchez-vous dans la créativité, dans l'art, parce que c'est très important. Si vous vous amusez pas et si vous vous lâchez pas, les gens vont pas s'amuser, pas se lâcher. C'est vraiment, si c'est mm, rébarbatif pour vous, ce sera rébarbatif pour les lecteurs forcément. C'est souvent, je pense, à la relecture ou en se relisant, où là, on peut mm, avoir plus enclenché cet esprit critique et se dire, ah bah là, la phrase, elle est pas bien. Là, mm, j'ai un peu merdé. Là, j'ai enlevé tel truc. Je trouve ça mieux de faire ça parce que si on a les deux en même temps, la voix critique va des fois étouffer un peu la voix artistique. mm, Et c'est là où on va se retrouver un petit peu à galérer et du coup à s'auto-décourager en fait. mm, Finalement, on est tout seul face à notre papier, alors à part si on écrit avec quelqu'un d'autre, mais même, il y a un moment, on est tout seul face à notre document et on a besoin d'être gentil avec soi-même et de se lâcher un peu. Voilà, ça, c'est un autre truc que j'ai appris. Mais oui, après, oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Hein. Rien que bah, Mute, j'avais commencé à l'écrire, j'avais pas encore vraiment de formation. La première partie, la deuxième, j'en avais une. Et puis mm, Blind, après, j'ai repensé à Mute et je me suis dit, ah bah là, les gens, ils ont mieux aimé ça, mais ils ont moins aimé ça. Donc je vais peut-être plus continuer ça et moins ça. Et puis, je dirais que vraiment, c'est à partir de Def où j'ai commencé à me dire, ok, ça y est, c'est ça mon style. mm, C'est comme ça que j'ai envie d'aller. Puis après, je trouve ça assez bien. Ce que j'aime bien à chaque bouquin, c'est jamais céder à la facilité et tenter des trucs un peu nouveaux. mm, Pour me dire, là, je vais faire quelque chose de complètement différent. Je vais casser un truc que je fais d'habitude. Donc, du coup, je me mets toujours dans des positions qui sont difficiles. Je me dis, mais putain, pourquoi j'ai fait ça? Mais en même temps, c'est très intéressant parce que ça me permet d'apprendre encore. Et mm, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est d'apprendre un peu tous les jours. mm, Même quand on est tout seul, je pense qu'on peut apprendre, surtout mm, quand on se donne ces petits défis et qu'on a envie de sortir des défis et puis de créer quelque chose après. mm. Voilà. Et tu parlais de voix critique. Est-ce que tu as des bêta lecteurs ou des bêta lectrices?
Oui, j'en ai depuis quelques années. Ils ont un peu changé, mais ça reste une petite bande d'amis. Et en fait, je leur envoie régulièrement dès que j'écris même pas un chapitre, je dirais un passage. J'aime bien avoir un passage qui finit sur un cliffhanger, comme ça ils ont envie de lire la suite. Et je sais ce qu'ils attendent, je sais ce qu'ils aiment, et je sais qu'ils sont assez sensibles à ce que je fais. Et puis ils viennent tous de milieux un peu différents. Donc du coup, je peux avoir vraiment des retours. J'en ai un qui est vraiment sur les émotions et qui suit vraiment la trame narrative de l'histoire. Mm. Donc il a envie de ressentir quelque chose. Donc j'attends de voir. J'en ai un qui est plus, excusez-moi, ça y est, c'est la première tour de la soirée. Euh, J'en ai un qui est plus, il reçoit, il est plus premier degré dans ce qu'il lit, ce qui est aussi très intéressant. Donc il me dit plus, on comprend, ça on comprend pas. Et puis c'est aussi des générations différentes. J'en ai un qui est Mm. plus adolescent, j'en ai une qui est plus âgée. Donc du coup je peux voir un petit peu comment c'est reçu d'une personne à une autre. J'en ai un qui est beaucoup plus critique, qui va être beaucoup plus dur. Mm. J'en ai un qui est beaucoup plus gentil. Donc je peux essayer de prendre les justes milieux entre les deux. Ça c'est une chose aussi que j'ai envie de dire, c'est que on vous fera des critiques. Voilà, faut pas les prendre si elles sont bienveillantes. Ne les prenez pas mal, hein, c'est Mm. normal d'être critiqué quand on écrit quelque chose. Et aussi dans les critiques, faut en prendre et en laisser. Et aussi des fois les gens qui font des critiques, ils en parlent en tant que lecteur. Ils n'ont pas forcément le recul technique qu'on a en tant qu'auteur. Donc des fois, faut Mm. prendre la critique et la traduire un peu à notre manière. Mm. Voilà. Donc mais je travaille beaucoup avec des gens, oui, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand je suis tout seul devant ma feuille et que j'écris, il y a un bout d'un moment où je ne sais, c'est pas que je ne sais plus ce que j'écris, c'est que on n'a plus de recul. On se Mm. dit, mais c'est bien ou c'est pas bien? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a du sens ou est-ce que ça veut rien dire? Donc, on a besoin de ces regards extérieurs parce que c'est vrai qu'avoir le nez dedans, c'est toujours un petit peu compliqué. Mm. Ouais, je comprends. Mais c'est intéressant d'avoir plein de bêta-lecteurs et de bêta-lectrices de différents qui sont. Je sais Ah, plus. Je trouve ça très intéressant, mais je sais plus quel auteur disait ça. Il me semble que c'était un auteur qui écrit des livres pour apprendre à écrire des livres en plus, qui donnait des espèces d'étapes de- d'avancement dans le métier d'écrivain et qui disait que l'écrivain le, tout jeune et tout naïf, il est persuadé qu'il écrit bien mieux que la moyenne de la population et c'est il va vrai. écrire des choses incroyables et qu'il va écrire des best-sellers et que le monde n'est pas prêt à lire ce qu'il a à écrire. Et Il y souvent, a un il y peu de a, ça, c'est vrai. c'est vrai en plus. Et Oui, il écrit on des est trucs tous un peu comme des ça. rêveries, il est pas très Oui. structuré et du coup il n'y a pas de bêta lecteur parce que non, Mhm. voilà, c'est ce qu'il écrit, c'est le futur best-seller et basta. Mhm. Après il y a l'étape de je le montre à ma maman ou à mon papa ou à quelqu'un de confiance qui va dire bien évidemment que c'est bien parce que voilà, Mhm. c'est excellent ce que tu écris, merci, je le savais. Et puis après il y a l'étape d'après, c'est en fait on montre à des gens qu'on connaît puis finalement qu'on connaît pas. Et on se rend compte qu'en fait, il y a du travail, quoi. Mais c'est bien. Ouais, ouais, non, non, mais c'est sûr, ouais. Et je pense d'ailleurs que c'est plus facile, enfin, les critiques venant de gens qu'on connaît le moins sont les plus évocatrices, parce que les Oui. gens qui nous connaissent sont biaisés, en Mm. bien comme en mal, hein. Je sais que j'avais un ami qui était souvent très 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 critique et qui du coup tout de suite était négatif sur tout. Peut-être un peu trop. Et puis oui, voilà, c'est ça. Mais c'est drôle, c'est vrai qu'il y a toujours ce truc où quand on commence, on, Mm. on a ce côté un petit peu. Bah oui, c'est parce qu'on n'a pas, on n'a pas les codes, donc on a l'impression que c'est dingue ce qu'on fait, et puis on est Mm. dans notre tête. Et puis après, on est confronté à des choses, donc on affine ce qu'on fait. Et j'ai l'impression, et ça c'est drôle, c'est que plus le temps avance, moins je suis sûr de ce que je fais, en fait. Enfin, c'est pas que je suis sûr que je. Si, d'une certaine manière, c'est compliqué, c'est une contradiction un petit peu. C'est que je deviens plus sûr par rapport à mes outils, mais j'ai plus le trac en fait. Je deviens plus exigeant, voilà, avec moi-même. Mm. Donc du coup, je me dis, mais avant, je me souviens, quand je commençais à écrire mes premiers livres, je doutais à chaque chapitre. Après, c'est devenu à chaque page, après à chaque paragraphe. Maintenant, c'est à chaque phrase ou chaque mot. Je finis une phrase et je la relis 15 fois. Je me dis, non, Ouais, je est-ce qu'on comprends. comprend là? Et puis, à bout d'un moment où tous les mots ils bougent dans tous les sens, je me dis, mais c'est que des mots, ça veut rien dire. Donc, j'envoie à quelqu'un, à mes bêta lecteurs, et puis là, on peut me dire, si, 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 ça a du sens, ça va. On comprend, t'inquiète pas. Et quelle relation Mais tu as, du coup, avec ta maison d'édition? la question piège, ça! Ah, pardon, non, pas du tout. Je les connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Non, 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 c'est pas ça. Je te promets que c'est pas une Non, question non. piège.
Non, 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 mais je le dis, bon, bah, je peux commencer à le dire. Ma maison d'édition a des difficultés en ce moment. Ah. Donc, on est dans une phase de transition un petit peu compliquée. Mm. Et donc, du coup, bah, pour le moment, je vais continuer un petit peu en indépendant, je pense. Mm. Puis, on verra comment ça va rebondir après. Après, il est possible que j'ai des liens qui se fassent parce que je travaille aussi avec un agent. Donc il y aura peut-être moyen de rebondir par rapport à ça. Mais c'est vrai que ça a été un petit peu difficile là ces derniers mois Mm. pour eux. Mm. Euh, mais j'ai encore une relation avec ma maison d'édition allemande parce que mon premier livre a été traduit en allemand. Mm. Donc voilà, il va y avoir un peu une discussion de savoir exactement ce qui se passe avec eux. Mm. Mais oui, là je suis un peu dans une phase de transition un petit peu compliquée, mais c'est pas grave. Moi je continue d'écrire quoi qu'il arrive. Je continue mes livres, ils seront disponibles quelle que soit la façon. Mm. Moi ma mentalité c'est de dire je ne lâche jamais rien. Et l'important c'est la créativité et le partage. Mm. Et honnêtement, même en indépendant, j'avais une période de transition aussi où j'étais avec une maison d'édition qui avait coulé avant de revenir avec celle que j'ai maintenant. Et j'avais continué en indépendant. Et en fait, j'ai jamais vraiment eu de moment où, dans ma carrière où ça a été tiré vers le bas, en fait. Mm. Même quand ma maison d'édition s'est écroulée, j'avais déjà commencé à avoir des fans. Donc en tant qu'indépendant, ça a monté un peu moins vite, bien sûr, Mm. mais ça a continué à monter. Voilà, c'est toujours des solutions. Surtout maintenant, il y a beaucoup plus de possibilités pour travailler en indépendant. Mm. C'est Voilà, vrai. ça monte, ça descend. Le métier est compliqué, hein, de Mm. toute façon. Ouais, ouais, je comprends. Ben, c'est vrai que quand, en fait, si je posais cette question, c'est parce qu'on a. Alors, toi, tes parents, ils sont musiciens, moi, mes parents sont profs. Mon papa est linguiste et D'accord. ma mère prof de français. Voilà. Donc, les règles, la grammaire, les attention. Hmm, Et du coup, j'ai fait des études d'édition. Et ce qui est très bizarre, c'est que quand j'arrivais dans mes études d'édition avec mes belles idées, voilà, en me disant c'est génial, la hmm. création, la beauté, la littérature, je tombe dans des cours avec des éditeurs qui font des cours et qui expliquent qu'en fait, les sous, les sous et les sous. Donc, si on édite un livre, c'est pour les pépettes. Et donc, C'est beaucoup moins glamour et aussi. ouais, et moi je me disais, mais comment ça, la beauté de la phrase et la création et la musicalité. Et en fait, je suis tombée de 10 étages. Et c'est vrai que du coup, les Hmm, bêta-lecteurs, ils ont une vision très. La compréhension, voilà. hmm. Je veux lire un truc beau, un truc voilà, qui m'emporte, qui est intéressant, qui est vif, qui est tout ce qu'on veut. Et puis, on envoie son texte à un éditeur qui dit non, parce que ça fera pas de sous. C'est ça, ouais. Et là, Bah, on se dit, ah. j'avais une maison d'édition, ils étaient adorables d'ailleurs. Ce qui des fois est compliqué parce qu'il y a des maisons d'édition qui sont moins adorables que d'autres. Mais bon, on n'est pas là pour casser des gens. Oui, Mais c'est vrai. voilà, c'était une maison d'édition, ils étaient super gentils, ils m'avaient fait un mot. C'était quand j'étais à mes débuts avec Mute. Ils m'avaient dit, écoutez, on aime beaucoup votre livre, mais malheureusement, on débute. Et Mm. puis même pour les éditeurs, des fois c'est compliqué, hein, le marché il est compliqué. Ils ont dit on a trop peur d'éditer votre livre parce qu'il est trop bizarre. Donc on est vraiment désolé, on sait pas. Et C'est un moi je les ai compliment, c'est un remerciés en fait. compliment. Parce Mm. ils étaient très gentils, hein, vraiment, mais enfin moi ça m'avait un petit peu déçu. Après, bon, je vais quand même parler de Farallon, donc l'éditeur là de ma maison là qui est un peu en train de couler là, mais Farallon, ce qui était très bien avec eux, j'ai trouvé, c'est que donc lui, celui qui est l'un des dirigeants, je crois qu'ils étaient deux, mais j'en parlais surtout avec lui. Comme moi, il avait vécu en Amérique, maintenant il vit en France. Mais il avait connu un petit peu les deux, donc on s'était vachement trouvé là-dessus. Et il m'avait laissé beaucoup de liberté dans ce que je faisais. Je pense qu'il savait que j'avais un peu ma base de fans d'avant. Donc il avait permis un peu ça. Je pense que c'est ça qui a été un peu difficile pour eux, c'est que peut-être justement ils étaient plus dans l'aspect un peu rêveur Mm. et c'est tout à leur honneur, hein, Mm. forcément. Mais oui, mais après je vais le dire, je vais être très sincère hein, par rapport à ça. Le système du monde littéraire, c'est vrai que quand on creuse un peu, il est beaucoup moins glamour Mm. on avait l'impression qu'il soit. Les Mm. éditeurs, il y en a beaucoup qui, oui, sont là pour gagner de l'argent. Mm. Et puis, du coup, ça crée des relations qui sont un petit peu compliquées, surtout nous en tant qu'artistes. On a surtout envie de partager des choses. Moi, ce qui m'a le plus touché et marqué en tant qu'auteur, est vraiment le moment où je me suis dit, je suis auteur, parce que c'est vrai que j'ai mis du temps à me dire je suis auteur, je n'osais pas le dire avant parce que le système écrase beaucoup pour dire non, t'es pas auteur tant que blablabla. Bla. Mm. Pour moi, c'est pas quand j'ai eu un éditeur, c'est même pas quand mon livre a été distribué ou était en festival ou autre.
Moi, vraiment, le moment où je me suis senti auteur, c'est quand j'ai commencé à avoir des retours de fans qui m'envoyaient des messages ou des chroniques en ligne ou des discussions ou des gens qui voulaient parler exactement de ce qui se passait. Dans le fond, c'était vraiment ça qui me touchait, ce que j'avais envie de faire. Et je sais que ça peut paraître un peu cucu de dire ça, mais sincèrement, c'est vraiment ça, pour moi, qui fait toute la différence. J'aime pas les gens qui disent les vrais auteurs, c'est ceux qui ont des éditeurs. Je suis pas d'accord avec ça. Surtout aujourd'hui, avec l'auto-édition qui monte, il y a des choses formidables qui sortent en auto-édition. Il y a des gens qui choisissent l'auto-édition parce qu'ils ont envie d'avoir une liberté qu'ils peuvent pas trouver. Moi, c'est un miracle que j'ai trouvé des éditeurs. Parce que ce que j'écris, c'est vraiment super bizarre. Moi, je suis la première personne à le dire. Mais pour moi, vraiment, vous êtes auteur à partir du moment où vous vous consacrez vraiment à votre écriture et puis que vous commencez vraiment à dialoguer avec des gens qui apprécient ce que vous faites et que vous pouvez créer des choses. C'est pas une question, c'est de l'art, donc c'est pas une question, bon, c'est pas une question d'argent. Oui, ce serait formidable de devenir Stephen King et de gagner des millions. Hein. Moi, c'est tout ce que je souhaite à tout le monde. Hein. Mais en tant qu'auteur, considérez-vous vraiment en tant qu'artiste à partir du moment où vous prenez ça vous-même au sérieux et que vous vous aimez en tant qu'artiste, parce que pour moi, c'est très important. C'est très important de penser ça. Je comprends, c'est très beau. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de statut, je ne sais pas pourquoi avec les auteurs en particulier. D'ailleurs en France, c'est que très récemment qu'il y a eu le statut d'artiste-auteur qui a été mis en place. Il y a une espèce d'invisibilisation de la chose, alors que il ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un de dire non, tu fais pas de tapis puisque tu les vends pas. Bah si, je les fais. Non, t'es pas fabricant de tapis. Bah si, regarde, je fabrique des tapis. Bah non, ils sont pas vendus. Oui, mais je fabrique des tapis, quoi. Bon, bref. Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de dénigration envers les auteurs en France. Oui. Alors je sais pas, j'ai pas beaucoup démarché aux États-Unis parce que mes livres sont en français, mais c'est vrai qu'on doit faire profil bas. Je me souviens même quand je commençais dans les années 2010, vraiment en tant qu'auteur débutant, on était je veux pas dire qu'on était considérés comme des pestiférés, mais presque des fois. C'est vraiment, fallait faire profil bas, fallait vraiment... et si on faisait la moindre erreur, on se faisait engueuler. Et bon, maintenant, il y a beaucoup plus de possibilités en tant qu'indépendant. Et on arrive beaucoup plus à être mis en avant. Mais c'est vrai que c'est quand même encore difficile. Hein, et c'est triste. Et je comprends pas pourquoi le milieu est comme ça. J'ai même l'impression que d'autres artistes... je sais pas, c'est vrai que n'empêche, en tant qu'artiste, c'est toujours un peu compliqué. Il y a toujours des a priori et des préjugés sur les artistes, surtout ceux qui débutent, parce qu'on a l'impression qu'on doit faire nos preuves absolument d'une façon ou d'une autre, et c'est compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de diplôme. Enfin, si, il y a des diplômes, mais ça n'a pas la même valeur exactement. Donc, mais bon, c'est tout un sujet très vaste, je pourrais en parler beaucoup. Oui, c'est vrai que maintenant, avec la montée de l'auto-édition, les éditeurs traditionnels, ils deviennent un peu plus humbles. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas tellement indispensables et du coup, il y a un regard qui change. Mais c'est en train de bouger, notamment en France. Je sais pas c'est sûr, mais c'est sûr. Mais en vrai, moi, quand j'avais commencé l'auto-édition, j'avais des a priori aussi dessus. C'était quand ma maison d'édition, ma première, avait coulé. Parce qu'il y a beaucoup, mine de rien, il y a beaucoup de maisons d'édition qui se lancent et qui coulent parce que c'est très difficile. Et j'avais eu au téléphone, je sais plus son nom, mais c'était quand même quelqu'un de pointu dans le monde de l'édition. Et je lui ai demandé des conseils. Et il m'a dit, mais auto-éditez-vous. La plupart des éditeurs, ils sont largués. Vous passez sur... bon, je ne vais pas donner de nom, mais vous passez sur ce site très connu que beaucoup de gens utilisent pour l'auto-édition. Je pense que... Qui commence par K et qui finit par DP. Oui, voilà. Par exemple, voilà, oui, voilà. Et puis, vous faites des... Bon, allez, je vais au moins dire un site. Je conseille un site particulièrement. Si vous avez le droit de vos bouquins et que vous êtes en auto-édition, je vais le dire carrément. Je peux, hein. C'est un site qui s'appelle Simplement Pro. C'est peut-être un peu parasité maintenant. Mais en tout cas, quand je l'ai utilisé, il ne l'était pas. C'est quelque chose qui m'a vraiment permis de... Vas-y, oui. C'est quelque chose vraiment qui m'a permis, moi, de me lancer très loin. C'est un site où on propose à des chroniqueurs ou chroniqueuses, quelles qu'elles soient, hein, ça peut être blogueur, booktubeur, n'importe où, radio, on leur propose nos livres gratuitement et en échange ils font des chroniques. Et j'ai rencontré énormément. Alors bon, c'est un peu frustrant au début de distribuer son livre gratuitement, mais c'est quand même des gens, il y en a qui sont... Ce qui est très bien, c'est que c'est classé et on peut voir qui sont les blogueurs de confiance, qui ont le plus de notes, qui sont les plus mis en avant.
Et du coup, bah, on peut se créer un profil qui grossit petit à petit. Et c'est vraiment comme ça, je pense que j'ai réussi à le plus percer quand j'étais en auto-édition. Parce que vraiment, ça a commencé à devenir un réseau vraiment énorme. Euh, et, euh, et puis, au bout d'un moment, on connaît personne, voilà. C'est Je vraiment quelque chose que comprends. je. Bon, après, c'était nouveau quand je me suis lancé. C'était en 2013. Ça fait longtemps que je n'utilise plus avec ma maison d'édition et tout ça. Donc, je sais pas si c'est toujours aussi bien qu'avant. Mais c'était très bien Mm. quand je l'utilisais. Je Donc, c'est comprends. quelque chose que je recommande. Ok. Voilà, au passage. Euh, Je ne travaille pas pour eux, hein. Je ne sais pas. C'est de la pub gratuite. Voilà. Ouais, ouais. Non, je comprends, je comprends. Est-ce que vous avez des questions pour Joe? Et si vous n'osez pas allumer votre micro, vous pouvez toujours écrire votre question dans les... Bon, mon chat, il est un peu relou là. Chut, allez. Oh, Mais c'est Laureline, sympa toi d'avoir un aussi, t'as un chat. chat. Oh, il est trop mignon. Ah bon? Tu dirais pas ça si tu Adorable. la connaissais. Non, c'est un Ah oui, diable. c'est vrai. C'est un diable, mais je Ouais, l'aime très j'adore les fort. chats. Ma fille aussi adore les chats. Ah oui. Elle est fascinée par les chats. Elle n'en a pas beaucoup vu dans sa vie, mais elle adore ça. Laureline et les chats noirs, enfin son chat noir. Ouais. Est-ce que tu as une Oui, question, Laureline? Alors non, je n'ai pas de questions, mais j'ai beaucoup aimé l'intervention, c'était super intéressant. d'accord. Bah, D'accord. merci. J'espère avoir pu Ouais, apporter ouais. dire Enfin, des choses intéressantes. oui, par rapport à la phrase, à l'élégance, tout ça, je trouve que tu parles. Enfin, ça me parle beaucoup. Ah bah c'est Ça. super alors. Moi, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. J'essaie de parler, de vraiment dire ce que je pense en fait. On me dit trop franc des fois. C'est bien, c'est très bien. Non, Mais en bon, l'occurrence, c'était parfait. Non, non, c'est une belle d'accord, bah, qualité, la franchise. Il ouais, faut, il faut. j'essaie d'aller le plus possible. Mhm. Euh, Et du coup, est-ce que c'est la question toujours un peu piège que je pose à la fin? oh, C'est une question nulle, attention, hein. Est-ce non, que non, mais Qu'est-ce que tu conseillerais à un écrivain qui veut être publié? non, c'est une bonne question. Bon, déjà, je dirais vraiment, la première chose que je conseillerais, c'est de finir un livre. Finir son premier livre, c'est vachement important. Parce que comme ça, on voit ce qu'on a fait, on voit ce qu'on vaut, on peut se relire. Hmm. La deuxième chose que je conseillerais, c'est qu'une fois qu'on a fini son premier livre, de commencer le deuxième livre. Mais c'est un vrai conseil, en vrai. Parce que j'avais rencontré quelqu'un qui était dans une école de cinéma à Los Angeles. C'était à Los Angeles ou peu importe, en Amérique. Et j'avais dit que j'avais un livre et que je galérais à être publié. Et il me disait, t'as écrit qu'un livre? Et il m'a dit, j'ai un ami, un autre ami prof qui est scénariste. Et il a dit qu'il conseillait ça à tous les scénaristes ou écrivains. Il disait, vous allez dans un chalet, bon, tout le monde ne peut pas se payer un chalet, donc vous allez chez vous dans votre bureau et vous écrivez et vous ne revenez, alors je trouve ça un peu exagéré, hein, mais je vais étoffer à ma manière. Vous ne revenez que quand toutes les feuilles, tous les papiers, tous les bouquins que vous avez écrits atteignent votre taille. C'est mastoc. Non, non, mais c'est vraiment mastoc. Bon, je me suis dit, bon, c'est un petit peu exagéré, mais comment je l'ai pris? Parce que quand j'ai cherché un éditeur et que j'arrivais pas avec Newt, j'ai commencé à me démoraliser. Je me suis dit peut-être qu'il faudrait que j'arrête. Non, en fait, il faut que vous continuez à écrire parce que le plus important pour vous, c'est d'écrire. C'est ça qui vous passionne, c'est ça qui vous touche. C'est pour ça que vous faites ce métier. Donc, même si votre premier livre n'est pas publié, continuez à écrire le deuxième. Comme ça, vous ne lâchez rien. Et en même temps, vous envoyez vos trucs à des éditeurs et vous attendez de voir ce qui se passe. Envoyez votre manuscrit à un maximum de personnes. Vous limitez pas. Je sais qu'il y a des éditeurs qui disent oui, n'envoyez pas parce que ceci. Des fois, les éditeurs ils disent des choses, ils donnent des consignes et puis Hmm. en fait, ils les suivent pas eux-mêmes ou alors ils se rendent compte que. Je me souviens, j'avais envoyé Blind à un éditeur. Ils ont dit ah mais non, mais ça a l'air sympa. J'ai dit ça colle pas à votre truc. Ils disent ah mais ça a l'air. Bon, ils ont pas accepté finalement parce qu'ils ont dit quand même c'est un peu violent. Je dis, ah, oui. Mais bon bref, ils étaient intéressés. Non non non, mais, continuez à écrire. En fait, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il se passe, là je dis ma maison d'édition elle a des problèmes, je continue à écrire. Parce que si vous arrêtez d'écrire un moment et que vous vous arrêtez au moment ce qui se passe, qui est malheureux, c'est ce qui va le plus vous décourager. Vous êtes écrivain, vous êtes là pour écrire, vous êtes là pour partager, continuez à écrire. Ensuite,
Si le monde de l'édition traditionnelle est trop compliqué, essayez l'auto-édition. Vraiment, moi je trouve que c'est naze de diaboliser l'auto-édition. Ça fait pas de vous des sous-auteurs, vraiment. Ça, c'est faux. Les gens qui disent ça, bon, je vais être franc encore. Les gens qui disent ça sont des cons. Euh, on va le dire clairement, hein. Vous êtes là pour écrire, vous êtes là pour partager. L'auto-édition, c'est un moyen comme un autre. Il y a des gens qui ont percé en auto-édition. Et puis, voilà, enfin, c'est surtout essayer d'écrire, partager un maximum. Faites ça. Ne misez pas juste tout sur le premier contrat bon, après avoir le premier contrat d'édition, on est content forcément. Ah oui, l'autre conseil que je vous donne, ne signez jamais pour des comptes d'auteur. Ça, c'est très important. Donc ça, je vais bien préciser. Donc, 3 choses. Donc, l'auto-édition, vous éditez vous-même. Compte d'éditeur, c'est un éditeur qui vous signe et qui paye tout. Et c'est ce qui doit se passer. Compte d'auteur, c'est un éditeur qui vous signe et qui vous demande de payer. Ne payez jamais quand vous signez avec quelqu'un d'autre. Alors, si vous êtes en auto-édition, moi, je travaille avec un illustrateur de couverture. Il fait des couvertures magnifiques. J'adore ce qu'il fait. Je le paye, mais c'est moi qui décide de le payer. Et je garde mes droits. Ça, vous pouvez faire à la limite. Si vous avez les moyens. Moi j'ai des fans qui m'aident. Bon, c'est parce que j'ai des fans, j'ai la chance de pouvoir passer en crowdfunding et ce genre de choses-là. Mais compte d'auteur, ça signifie que vous payez pour que quelqu'un vous prenne vos droits. Et c'est souvent des gens qui... si on vous demande de payer, c'est qu'on n'a pas assez confiance en votre travail pour le faire eux-mêmes. Et puis la plupart des comptes d'auteur, ils acceptent n'importe quoi. C'est-à-dire que vous recevez direct un contrat super impersonnel. N'acceptez jamais... des comptes d'auteur. Ça, c'est le danger numéro 1, parce que vous allez perdre de l'argent et vous allez perdre vos droits. Et il y a des gens qui ont tout perdu à cause de ça. C'est vraiment le pire truc qui puisse arriver. Voilà. Les éditions Baudelaire, il faut fuir. Les éditions Baudelaire, en plus, ils ont un joli nom, ces enflures. Et ils envoient que des jolis noms comme ça. C'est genre Morphée, Asmodée, des trucs comme ça. Ouais, c'est sympa, ça endort. Ouais. C'est horrible. Morphée, ça endort. Mais moi, une fois, j'étais allée sur le site des éditions Baudelaire pour regarder un peu. Et j'avais reçu un mail, un espèce de mail automatique. Merci pour votre manuscrit. J'avais pas envoyé de manuscrit. Veuillez lire le contrat à 6 juin. Nous voulons vous éditer très fort. Gros bisous, les éditions Baudelaire. Je m'étais dit, mais c'est quoi ce truc Il m'avait envoyé ça. Il m'avait envoyé un contrat alors que... Non, mais c'est n'importe quoi. Mais moi, ce qui m'avait tué, c'est une amie qui avait écrit un roman fantastique. Elle l'avait envoyé à des éditions que je sais plus leur nom, donc je vais pas pouvoir les casser. Mais elle a reçu une lettre qui disait que son livre était génial, qu'elle allait signer un contrat, blablabla. Et elle me l'a envoyé. Elle m'a dit, t'en penses quoi? Et en fait, j'ai lu le message et je me suis dit, ça, c'est quelqu'un qui n'a pas lu ton livre. Parce qu'il y a marqué, votre roman exprime, c'était que des trucs tout faits, vraiment faux, ça se voyait, c'était pas impliqué. Exprime exactement comment on doit exprimer les émotions dans un livre. Personne parle comme ça. Donc du coup, j'ai dit à mon ami, attends, je vais leur envoyer mon livre moi aussi. Je leur ai envoyé mon livre. Une semaine plus tard, je reçois le même mail, exactement le même, écrit pareil. Alors carrément, je leur ai répondu, j'ai copié le mail de ma copine, je leur ai dit, bah c'est marrant, vous avez envoyé exactement la même chose à ma pote, comment ça se fait? Alors le mec, il a bredouillé après, il a vraiment répondu, c'est vraiment... Il m'a dit, excusez-moi, j'ai tendance à m'emporter quand j'aime quelque chose. Mon œil, quoi, c'est pas possible, quoi. Donc non, faites gaffe à ça, il faut que les gens soient impliqués. Un bon éditeur, c'est quelqu'un qui va vraiment aimer ce que vous faites. C'est quelqu'un qui va en discuter avec vous, c'est quelqu'un qui va connaître, parce que c'est quand même quelqu'un qui va se battre pour vous. Un éditeur, ça doit être ça, c'est quelqu'un qui va vraiment aimer, qui va pouvoir en parler, qui va faire le marketing derrière. Il faut qu'il sache ce que c'est, quoi, parce que sinon c'est pas possible. À partir du moment où il a un risque financier, il a autant envie que vous que votre livre marche. Non, mais c'est sûr, c'est ça, et c'est un partenariat en vrai. Ça aussi, c'est un truc qui m'énerve, c'est d'avoir cette tendance à penser que les éditeurs sont au-dessus des auteurs. Non, enfin, malheureusement, des fois, beaucoup oui dans leur tête, mais il faut vraiment se dire, voilà. Sans les auteurs, moi, je suis l'artiste, je donne le truc. L'éditeur, il se bat pour moi et c'est un échange de mon procédé. Voilà. Puis après, il y a l'imprimeur. Ça, c'est quand même un truc malheureux aussi. Enfin, je parle, excusez-moi, j'ai dit que je suis très bavard, mais quand on regarde les pourcentages, les auteurs, c'est ceux qui gagnent le moins en général. Hein. C'est à hauteur de 10-15%, quelque chose comme ça. Oh, moins. Ça dépend. J'avais eu la chance. Entre 6 et 15%, c'est quelqu'un qui vend des best-sellers, qui a fait ses preuves et et la maison d'édition doit la pâter. En fait, chaque maillon de la chaîne a un moyen de pression sur le précédent. Sauf l'auteur, parce que c'est le premier.
Vu qu'il n'a C'est pas de ça, moyen ouais. de pression sur le précédent, bah, c'est lui qui se fait enfler. Mais c'est Et ça qui est malheureux parce que sans au bout auteur, de il n'y a la pas de chaîne, le livre. À la fin, libraire, un tiers. ouais, c'est ça, Plus au recul, plus c'est les parts sont très, faibles. voilà. C'est très, c'est un métier très, très disgracieux. Mais bon, il y a la passion, et la passion, c'est pour ça qu'on est là. Mm. C'est bien, c'est Accrochez-vous à bien. ça, c'est super important. Soyez Moi, c'est ce que passionnés. j'essaie de me dire, parce que c'est pas facile tous les jours, Mm. mais la passion, personne va la tuer, elle est toujours là en haut. Voilà. C'est beau, c'est beau. C'est peut-être naïf, mais voilà, j'y crois. Bref, Et écoute, ça parle beaucoup, encore une fois. merci beaucoup de Joe. Est-ce que quelqu'un a une question ou est-ce qu'on termine sur ces jolis mots de passion? Non. J'ai l'impression que je parle trop. Je Non. me souviens d'une interview, il y avait une liste de genre 20 questions, et on me pose une question, et je parle, puis l'intervieweuse, elle me dit, bon, bah on a déjà répondu à 6 questions, là, C'est bien, ça veut dire que c'est pertinent et Parce bien que- construit. parce que je pars dans tous les sens, donc voilà. Écoute, Mais bon, merci tu es à vous, élégant. c'était vraiment un plaisir. Merci Marion, ça m'a fait super plaisir, vraiment. Merci à toi. J'adore partager la passion, et puis même si je m'emporte, j'espère avoir pu échanger, et puis avoir pu donner des choses qui vous ont intéressé tous aujourd'hui. Merci mille fois. Et tes Ouais. réseaux sociaux, est-ce que tu veux nous donner tes réseaux sociaux en toutes lettres comme Oui. ça on... Oui, On il les a. faut que je les Moi, je sais, retrouve. Je peux juste noter, mon nom c'est donc Joseph Kochman. Je suis pas sur Twitter, je suis sur Instagram et je suis sur Facebook. Voilà. Et puis bon, vous cherchez, je crois que c'est même Joseph Kochman auteur. Je sais plus le hâte précis. Attendez, je vais le regarder. Tant que j'y suis. Je l'ai, voilà. Donc ça, c'est le Instagram. Joseph Kochman, auteur. Kochman, Tac. auteur. Voilà. Tiré du bas, Oui, auteur. ça se prononce Kochman. C'est de l'allemand et ça a été francisé. Et maintenant, ça a été américanisé, donc les gens disent Kochman. Mais moi, j'étais habitué à dire Kochman. Et puis, sur Facebook, c'est voilà, Joseph Kochman auteur, ce que j'ai mis. Et j'ai un site aussi, si vous voulez le voir. De toute façon, dans le lien, on voit effectivement, dans le lien sur ton compte Instagram, on a les liens de ta page YouTube, ton Facebook, tes livres. Voilà. etc. Bon, moi, YouTube, je pose pas grand-chose. Je faisais des petites bandes annonces pour mes livres pendant une période. Mais ça, c'est quand j'étais encore branché dans le montage D'accord. et le cinéma. Et là, maintenant, je suis en mode non, j'ai juste envie d'écrire. Ça commence à me saouler le montage. Voilà. Donc voilà, vous avez tout ça si vous voulez passer faire un coucou. Ben, merci Je infiniment. réponds toujours aux messages. Donc envoyez des messages privés. Bon, à part si c'est des messages de bots ou autres, bien sûr, mais vous n'êtes pas des bots, vous êtes des vrais gens. Donc je réponds. Je discute. Comme vous le voyez, je suis franc, j'essaie d'être le plus simple possible. Je discute avec les gens. N'hésitez pas, surtout. Moi, ça me fait super plaisir de discuter avec des gens. Voilà. Merci infiniment. Merci pour ce beau Merci moment. à toi. Et je continue à te suivre et voir ce que tu fais, etc. D'accord. Et merci du coup, encore une fois. Et très belle soirée à tous. D'accord. Toutes. Belle soirée tout le monde. Merci encore. Et encore une fois, n'hésitez pas, je suis à la disposition de tout le monde. À Dès que vous bientôt. voulez. Bon courage, écrivez bien. Merci beaucoup. Bien. Merci. Ciao.